Alors j'ai regroupé ici dans un dernier point un petit peu toutes les autres parties prenantes que l'on peut voir présentes dans l'actionnariat d'une entreprise ou en tout cas présents à l'AG de ces entreprises, même si on ne parle pas toujours strictement d'actionnariat. Alors on reviendra sur les éléments relatifs à l'actionnariat salarié. On parlera d'un cas un petit peu particulier des coopératives et des mutuelles. On verra un petit peu quels sont les avantages liés à ce que ce type de partie prenante soit au niveau de l'AG ou au niveau des instances de gouvernance, mais également les limites à ce genre de dispositif. En conclusion, on verra un petit peu, on fera un bilan de la capacité que peuvent avoir les managers à bien saisir la diversité de toutes ces attentes et de tous ces comportements. Alors, s'agissant de l'actionnariat salarié, l'actionnariat salarié, c'est une situation un petit peu particulière hein, qui remonte à une vingtaine d'années. Hein. On a cherché en France à le faire se développer dans le courant des années 90. D'abord, ça a été vu comme un moyen de redistribuer du résultat aux salariés et de fidéliser les collaborateurs clés, les cadres à haut potentiel. Hein. C'était un élément qui, à l'époque, a été considéré pour dire justement, ben, si les salariés, on a le sentiment qu'ils ont apporté une forte contribution au résultat de l'entreprise, ils étaient fortement mobilisés, eh bien, on peut leur distribuer du résultat. Ensuite, la question à se poser, c'est comment on va verser, on va délivrer ces actions aux salariés. Alors là, le plus souvent, on voit des émissions dédiées d'actions gratuites, hein, donc qui sont attribuées aux salariés. On ne peut pas les vendre de suite, donc ce n'est pas de la rémunération immédiate. Et on reviendra plus tard sur les modes de rémunération. On verra qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la rémunération qui leur est allouée. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais un salarié a tout à fait le loisir sur les marchés financiers, dans le cadre d'une société cotée, d'aller acheter les titres de sa propre société en dehors de tout plan d'action spécifique. Hein. Et là, il faut regarder, on l'a vu dans le cas de BNP qui approche les 5%, il faut regarder le poids de leur participation. Et c'est sûr qu'au-delà de 5% et autour de 5%, ils vont commencer à devenir des acteurs incontournables de la gouvernance et même parfois chercher à être représentés au Conseil en se faisant élire à l'Assemblée générale. Alors là, 5% en général, ce n'est pas suffisant, mais dans les sociétés où, on le voit, hein, des sociétés où on dépasse les 10%, et même certaines sociétés où les actionnaires salariés représentent 25 à 30% du capital, il n'est donc pas rare, on le verra, de retrouver un salarié comme administrateur de la société. Cela étant dit, quand on regarde en Europe un petit peu les statistiques, la part du capital détenu par les salariés en moyenne n'est que de 3%. Alors, s'agissant maintenant d'autres formes de gouvernance, et là on parlera moins d'actionnaires, mais on parlera de sociétaires. Donc ici, je voudrais juste faire quelques focus sur les coopératives et les mutuelles. Donc ce sont des sociétaires, comme je viens de le dire, et ils sont détenteurs de parts sociales. Donc ce ne sont pas des sociétés par action, mais des sociétés qui sont, je dirais, alimentées par un régime de parts sociales qui constitue les fonds propres de l'entreprise. Alors même s'il s'agit d'un titre de créance plutôt qu'un titre de propriété, en termes de contrôle et de gouvernance, ça n'a pas forcément de très grandes différences. Sauf que les parts sociales sont rémunérées par des intérêts alors que les actions et les actionnaires sont rémunérés par des dividendes. Ces parts sociales confèrent un droit de vote. Une part sociale, un droit de vote à chaque individu, quel que soit le nombre de parts détenues. Donc le principe qu'il vaut ici, c'est le principe un homme, une voix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 parts sociales ou 2 parts sociales, vous avez une voix et il n'y a pas de différence de pouvoir donc, entre les deux personnes. Donc c'est le nombre de personnes sociétaires qui est important. Alors dans ces dispositifs, hein, les membres des coopératives et des mutuelles, on s'aperçoit que vous avez 3 grandes catégories de structures. Hein. Vous avez les coopératives de clients, donc là participent à la gouvernance à l'AG des clients, qui sont élus par l'ensemble des membres de la coopérative. Hein. C'est le cas le plus souvent dans les banques et les mutuelles d'assurance. Vous avez des coopératives de producteurs, c'est le cas des coopératives agricoles, où là,
on retrouve dans l'AG et aux instances de gouvernance les producteurs qui se sont regroupés pour constituer la coopérative. Et on retrouve enfin des coopératives de salariés, dénommées souvent les SCOP, où là, l'Assemblée générale, c'est tout simplement les salariés de l'entreprise, et la direction de l'entreprise est exercée par des représentants de ces salariés. Donc je voulais évoquer ce point-là parce que c'est une forme de gouvernance qui n'est pas très très connue, à part de ceux qui y sont présents, et qui est une alternative au modèle traditionnel actionnarial que j'ai évoqué depuis le début de ce cours et qui est le plus fréquent en France. Si je regarde un petit peu pourquoi on intègre comme ça les salariés ou d'autres parties prenantes dans le capital ou dans le processus de décision et de gouvernance, je m'aperçois que l'avantage principal, c'est d'avoir une représentation un peu plus démocratique et de sortir du modèle actionnarial que j'évoquais tout à l'heure pour aller vers un modèle un peu plus partenarial. Deuxième avantage, on s'aperçoit que ces acteurs sont toujours davantage orientés par le long terme plutôt que des objectifs de résultats à court terme. Ça, c'est très très net. On s'aperçoit aussi que pour la plupart d'entre eux, ils n'attendent pas de distribution de dividendes, mais ils sont attachés à ce que les bénéfices restent dans la société et viennent renforcer le capital. Et d'ailleurs, dans ces sociétés, l'ensemble du résultat net est conservé en fonds propres. C'est souvent un argument qui est avancé. Là, je parle surtout des coopératives et des mutuelles. S'agissant de la participation des salariés dans des sociétés cotées ou dans des sociétés par action, eh bien, on retrouve ces mêmes je dirais, arguments en termes d'avantages. Le fait que des salariés, du coup, soient présents au conseil et puissent s'exprimer, qu'ils soient porteurs d'une vision de long terme et qu'ils soient attachés, en tout cas, à ce qu'une bonne partie du résultat reste en réserve pour consolider l'avenir de la société. Et donc, du coup, la pression exercée sur le management est moins forte quant à des obligations de performance financière. Par contre, on ne peut nier que ce modèle présente une certaine limite. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je voudrais revenir sur quelques éléments marquants, comme à nouveau j'insiste sur des processus de décision qui sont plus longs. Le terme souvent que j'entends, c'est-à-dire ce sont des gouvernances palabreuses, ça veut dire que les gens parlent beaucoup, chacun veut y aller de son point de vue, chacun veut être écouté, chacun veut être consulté. Ce sont des processus de décision qui sont plus compliqués, il faut faire, je dirais, le tour de tous les acteurs, essayer de trouver une solution qui conviennent à des acteurs qui peuvent avoir des attentes assez divergentes. Et je le vois, moi, dans les coopératives de grande taille, ce sont des processus de décision assez difficiles à décrypter de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus longs qu'ils sont plus efficaces dans leur application. La deuxième difficulté que je vois, et qui a pu exister par le passé, et des grandes coopératives ou mutuelles ont failli mourir à cause de ça, c'est la difficulté de se confronter complètement aux exigences du marché et de la concurrence. Quand des coopératives, des SCOP ou autres interviennent sur des activités concurrentielles, c'est souvent délicat pour elles de mener rapidement et avec l'ampleur nécessaire les transformations qui sont exigées tout simplement par le marché sur lequel elles opèrent. Enfin, donc, si on essaie de donner un petit peu une conclusion sur ces différentes catégories d'acteurs et un petit peu, si on fait une synthèse de l'ensemble de ces comportements, moi je crois qu'on peut quand même retrouver des éléments de posture commune, quels que soient les quatre acteurs que je viens de citer, ou les quatre grandes catégories d'acteurs que je viens de citer. Je pense que tous les acteurs que j'ai cités se retrouvent sur le sujet de la RSE et de l'éthique. Aujourd'hui, même un fonds d'investissement spéculatif est très attentif à ce que les sociétés dans lesquelles il va investir ne soient pas pris en défaut sur les questions de RSE, de pollution ou d'éthique. Certes, ils attendent du résultat et parfois ils mettent une grosse pression, ce qui peut conduire à des comportements un peu déviants en la matière de la part des dirigeants, mais ils savent très bien aussi que si, à cause de la pression qu'ils mettent, ils conduisaient les entreprises à avoir des comportements déviants, ils pourraient se retrouver
tout à fait concernés par des risques de réputation et leur réputation pourrait être entachée. C'est vrai pour les fonds d'investissement, c'est vrai pour des familles, c'est vrai pour l'État et c'est vrai pour les clients ou tous les acteurs dans le cadre de coopératives ou de mutuelles et encore davantage pour des salariés. Donc là, on retrouve comme posture commune de ces acteurs de la gouvernance la RSE et l'éthique. Deuxième élément en lien avec ce que je viens de dire, c'est évidemment une attention de plus en plus forte à leur fameux risque de réputation que je viens d'évoquer. Effectivement, aujourd'hui, un actionnaire, tout autant que les managers, sont extrêmement sensibles à la réputation. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui à peu près convaincu, on l'a vu très clairement dans le secteur bancaire, on est convaincu que les problèmes de réputation, l'image négative qui peut être envoyée par des médias ou des campagnes médiatiques, affectent tout autant l'entreprise elle-même que ses actionnaires. Et aujourd'hui, quand un actionnaire dit qu'il détient le capital d'une société qui, je dirais, s'est mal comportée, évidemment, il va se retirer. Et d'ailleurs, de plus en plus d'investisseurs institutionnels font des évaluations de l'implication RSE et de la réalité de l'implication RSE des entreprises dans lesquelles ils souhaitent intervenir.